Ce soir, c'est notre consultant politique qui est l'invité. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs sur les différentes plateformes. Alors, le premier secrétaire du Parti communiste du Bénin a réagi cette semaine. Pour les échos que nous avons eus, Philippe Noudjenma remet en question la légitimité du processus électoral en cours, celui qui va nous conduire donc jusqu'en 2026. De ces propos rapportés par nos confrères de Banoutou, pour lui, les conditions dans lesquelles se préparent les scrutins de 2026 ne permettent ni une compétition équitable, ni l'expression libre de la souveraineté populaire. Et face à ce qu'il considère comme une impasse politique, le PCB propose l'organisation d'une constituante ou d'une nouvelle conférence nationale souveraine sur, évidemment, le modèle de 90. Avant qu'on en arrive, Agapit Napoléon Maforican, à ce dialogue national que le PCB voudrait, est-ce que vous arrivez à comprendre concrètement cette formation, le Parti communiste du Bénin, qui apparemment ne soutient personne, il est toujours contre tous les régimes? Donc, vous me déblayez le chemin. Donc, du coup, on constate. Donc là, il n'y a plus rien à dire. On constate. On constate que c'est toujours. Il n'y a aucun régime qui le valide. Il n'y a rien à dire. Ils demandent une conférence nationale sur le modèle de 90. Oui. Ils ont boudé celle de 90. Absolument. Ça, c'est d'abord ça. Donc, ils se rendent compte 30 ans après, bientôt 40 ans après, qu'ils se sont plantés. C'est bien. Donc, dans 40 ans, ils vont se rendre compte qu'aujourd'hui, ce que dit Ndjeroume, il se plante. Bon, mais il faut qu'ils attendent 40 ans encore. Non, ce n'est pas un parti, c'est un groupe de personnes qui donnent leur opinion. Un parti lutte pour conquérir et exercer le pouvoir. Je ne pense pas que le PCB soit dans la logique d'un parti classique. Ils sont dans leur domaine, ils sont dans leur monde. Ils sont dans leur nuage. Comment comprendre justement le fonctionnement? C'est leur fonctionnement. Il n'y a que eux qui peuvent comprendre. Il n'y a que eux, il n'y a pas autre logique. Mais, puisqu'ils essayent de rester dans le modèle encadré, il n'y a pas de souci. Mais au fait, est-ce que c'est un parti reconnu au niveau du ministère de l'Intérieur? Je ne pense pas. Donc, du coup, ils sont dans l'expression libre. Ils ne sont pas un parti politique, donc ils ne sont même pas qualifiés à parler des élections. L'idée communiste, on a vu la pratique chinoise Agapit Napoléon Maforican, elle est complètement différente de celle béninoise, on dirait. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est toujours dans l'esprit de comprendre justement. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Les communistes du Bénin, le parti communiste du Dahomey s'est constitué pour aller contre le régime du Parti de la Révolution populaire du Bénin. Donc, il estimait que les gens du PAPB ne faisaient pas du marxisme-léninisme, ce qui n'était pas faux d'ailleurs. Ce qui n'était pas faux. Le PPB, ils avaient pris le socialisme scientifique comme base de développement, le marxisme comme guide philosophique. Mais en réalité, ni les cadres, ni les dirigeants, ni Mathieu Kérékou lui-même, qui est le premier dirigeant, n'étaient communistes. Donc, n'étaient ni marxistes. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'être socialiste, marxiste, il faut être communiste. Le communisme, c'est un autre courant. Le communisme, c'est le niveau suprême du marxisme. Donc, le socialisme scientifique basé sur le marxisme-léninisme, c'est un cheminement pour aller jusqu'à la dictature du prolétariat. Et ça, c'est un autre débat carrément. Donc, le courant communiste, qui est beaucoup plus d'obédience anarchiste, veut que les populations elles-mêmes s'arrogent les grands pouvoirs, que les prolétaires, que les masses populaires, et qui sont détenteurs de la force du travail, puissent contrôler la cession au pouvoir, la dévolution du pouvoir, la gestion du pouvoir, et aussi la réduction de comptes. Donc, il faut inverser la tendance pour que les bourgeois ne soient pas ceux qui détiennent déjà les instruments du travail, n'abusent de ceux qui ont la force du travail. En sachant que ceux qui ont la force du travail, une fois qu'ils vont montrer leur force cohérente, organisée et combattante, ceux qui détiennent des moyens de production ne peuvent plus abuser d'eux. En fait, c'est un courant qui tient sur la base, en termes de justice sociale, lorsque vous voulez être dans la théorie. Dans la pratique, c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué parce que la révolution industrielle est venue exacerber encore les écarts. En fait, les développements successifs viennent exacerber et créer l'écart. Aujourd'hui, que pèse le communisme dans le monde? Et le Parti communiste chinois n'est pas dans le communisme enfermé qu'ils font. Le Parti communiste chinois est aujourd'hui dans l'ouverture. La Chine s'est tellement ouverte au fil des années qu'aujourd'hui, il y en a qui se demandent si la Chine est encore
n'est pas dans l'économie du marché. La Chine est présente dans l'économie du marché, mais la Chine a une économie sociale. La Chine a un parti communiste, donc, qui épouse les grands courants dont nous parlons, mais qui a son organisation selon le schéma du centralisme démocratique et la ligne de Marx, comme on le dit. C'est un parti de masse, c'est un parti qui éradique de bas vers le haut en donnant la promotion à ceux qui ont fait leurs preuves dans les instances au niveau de la base. Et aujourd'hui, c'est un parti qui, c'est une organisation qui permet à un pays comme la Chine, avec 1,5 milliard pratiquement, de gouverner et de développer à ce rythme-là. Donc, il y a une appropriation à faire. Mais nos communistes, eux, ne sont pas encore au pouvoir. C'est un peu comme les courants conservateurs, la droite extrême qui a envie de s'enfermer. Ces courants, quand on parle de l'extrême droite, beaucoup ont peur de l'extrême droite. On a vu Jörg Haider en Autriche. Quand il est arrivé, il n'a pas fait de révolution. On a celle qui est aujourd'hui au pouvoir, aujourd'hui en Italie, elle ne fait pas de vague. Donc, dès qu'ils prennent le pouvoir, ils arrivent à affronter ce qu'on appelle la réalité du pouvoir. Et leur théorie s'imbrique ou se fonde ou se dilue dans la logique du pouvoir et dans les instruments du pouvoir. Donc, c'est pour ça que je dis que les communistes du Bénin, le Parti communiste du Dahomey du Bénin, non, ils ne sont pas encore dans l'ambition de prendre le pouvoir et de l'exercer. Ils sont encore dans la théorie, dans la rhétorique. Dans cette génération, comme il reste encore les nous, les Kokou Jounon, il reste encore quelques têtes, qui tiennent. La nouvelle génération n'est plus communiste parce qu'elle ne comprend pas grand-chose. Alors, l'appel à l'organisation d'une constituante ou d'une assise nationale, je connais à peu près votre position là-dessus, mais voici moi ma question. Est-ce que ce n'est pas réellement le bon moment à Napoléon Mafourican pour dialoguer sur notre manière de faire la politique, peut-être sur les frustrations, sur tous ces éléments qui ont frustré ça et là, afin de mieux aborder les élections de 2026? Quand on parle de 90, en 90, quand on est dans le modèle de 90, en 90, l'État n'existait plus. Il y avait un chef de l'État, mais il n'y avait pas la structure de l'État. La superstructure a été désarticulée. Il y avait l'infrastructure qui elle-même n'avait plus de chef que le chef de l'État, parce que l'État avait besoin d'un chef. Mais l'État n'arrivait plus à se manifester dans ses fonctions régaliennes. L'État n'avait plus les moyens, l'État n'avait plus de banque, l'État n'avait plus d'administration. Alors, c'est le modèle de 90. C'est ça qu'il veut. Non. La convention de 90, il n'y avait aucun parti politique connu. C'est les tendances, c'est les sensibilités politiques qui sont allées. Alors, c'est ça le modèle qu'il veut? Pas forcément. Alors, eux tous, c'est pas eux, les démocrates. Oui, ils parlent de dialogue national. Ils nous dit quel était le contexte de 90. On oublie peut-être. On ne peut pas. On oublie peut-être la banqueroute. On oublie les difficultés. C'est ça que je Considérons ce qu'ils appellent exilés politiques aujourd'hui. Non. C'est qui exilé? Ce sont des éléments qu'ils brandissent aujourd'hui. Non, laissez ça là, il faut le brandir. Même demain, il y aura des gens qui sont dehors parce qu'ils vont fuir la justice. Donc, quand ceux qui sont là-bas vont rentrer, d'autres vont encore repartir. Parce que, à moins que nous soyons dans un pays où on ne sait personne. À moins que nous soyons dans un pays où tout le monde se laisse aller à bon Dieu. Quand tu vas mourir, tu auras ta sanction. Quand c'est comme ça va marcher. La sanction suprême, celle divine. Mais tant qu'il y aura la sanction des hommes, les gens vont fuir toujours. Parce que le gars qui a été ministre de la justice, il connaît les réalités. Il n'est plus ministre de la justice. Il sait que bon, si on fuit, on peut tout trouver. Dès qu'on la personne va disparaître, d'abord, il va dire que c'est un acharnement. Voilà. Alors, il y en aura toujours pour dire que c'est des exilés politiques. Donc, je ne sais pas. Quand on parle de modèle de 90, moi je me perds parce que je ne sais pas de quel modèle il parle. Donc 90, banqueroute, absence de l'État, constitution inopérationnelle, remise en cause donc de l'ordre constitutionnel lui-même, pas ceux qui l'ont mis en place. Donc du coup, nécessité d'un nouvel ordre politique, économique. Donc aujourd'hui, tout est en place. Tout est en place. On a une constitution dont tout le monde est jaloux, dont l'ossature reste en place. La grande tendance de 90 est encore là. La révision de 99, la révision de 2019, comme je l'ai toujours dit, a été à minima, on ne sent même pas que grand-chose ait changé. Alors, de quoi il parle? On a un gouvernement en place. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il fait. Il est en place, issu des élections libres, transparentes et privées. Alors, on a un État qui tourne, des élections régulièrement payées, une administration qui marche. Alors,
quel est le contexte qu'on veut brandir en candidat. Alors, donc, on veut que dans un schéma où ça tourne, qu'on s'arrête et qu'on aille faire une conférence nationale souveraine. Alors, ça donne à quoi? On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? C'est une rupture de l'ordre constitutionnel. Pourquoi on voulait donner la parole à une conférence nationale si l'État est en place? Du point de vue économique, social, culturel, tout tourne. Oui, moi, je vous ai donné l'élément fondateur de donc, cette idée, mais vous n'y êtes. Je dis, c'est pas que la communauté, même le PCB, même les démocrates, voilà, ils prétestent du dépôt, par exemple, du Julien Kandé-Kansou pour réclamer un dialogue. Non, parce qu'on estime. C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Oui, ça, c'est une violence. Je ne sais pas, en fait, il veut dialoguer. Justement, avec le chef de l'État. Non, mais le chef de l'État a reçu parti en novembre 2023 avec tout le système. Ils ont parlé, le chef de l'État lui a dit ce qu'il veut, il a dit. Mais c'est à eux de fonctionner. Mais s'il réunit tout, mais le chef de l'État ne peut pas prendre son temps à parler systématiquement avec ceux qui ne se considèrent pas comme responsables. Ceux qui ont des comportements entre griffes d'irresponsables. L'État existe. L'État, mais si vous mettez en cause la responsabilité de l'État, les fonctionnalités de l'État, les institutions de la République, leurs prérogatives, leurs actions. Si vous jugez des gens sur des actes régaliens qui sont appelés à poser, si vous ne respectez pas la République, comment vous voulez on s'occupe de vous? Vous voulez aller aux élections, vous dites que vous, votre remettre la démocratie, c'est de faire rentrer les prisonniers politiques, de sortir les prisonniers politiques et les exilés politiques. Alors, vous avez ce débat, on ne va pas le refaire. C'est qui les prisonniers politiques? On peut avoir envie que les amis qui sont là-bas sortent, mais est-ce qu'ils sont prisonniers politiques? Alors, quelle est la différence alors? Est-ce que nous avons la même compréhension des prisonniers politiques? On est quand même dans une matière où ça va être simple à définir, non? Donc, moi, ouais, c'est cette manière-là. Alors que, quand on comprend cette opposition, la démocratie par exemple, le leader, c'est quand même quelqu'un qui a fait 10 années au pouvoir. Et nous savons ce qu'il a préconisé. L'État fort, la dictature du développement, la restauration des valeurs éthiques, morales et spirituelles. Et c'est ça, l'affaiblissement de l'État, le reniement des fonctions régaliennes, le sabotage des institutions, ou bien la banalisation de leurs fonctions. Mais enfin, ça peut. Donc, lorsque le PCB enfouche les mêmes trompettes, on peut se dire, mais oui, bon, on les connaît, ils sont dans ça. Mais non, mais ils ne sont pas déclarés partis. Donc, ils sont comme une association qui s'exprime, liberté d'expression, prévue à l'article 23 de la Constitution. Bon, voilà, bon, ils jouissent de leur liberté. Personne ne peut. Tant qu'ils ne perdent pas l'ordre républicain, je pense qu'ils sont dans leur droit. Ah, mais ça est sans écho alors. Ah, mais ça est sans écho. Enfin, ils savent qu'ils vont prendre les échos. Moi, je ne vois pas le contenu du message. Il m'a l'air. Enfin, je ne vois pas. Comme je l'ai dit, je regarde 90, je regarde aujourd'hui, je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas ce qui peut conduire à. Par contre, j'ai toujours dit, on est en période de réforme. Voilà un pays qui s'est refusé à se regarder en face dans un miroir et à affronter sa propre destinée. Et qui, en 90, on est allé rafistoler. Voilà, j'ai toujours dit, le 90, c'était une course contre la mort. On allait rafistoler un État en lambeaux. Aujourd'hui, comme tout est en place, on peut. Il y a eu un dialogue politique. On peut dire, au regard des réformes, peut-être qu'on ne s'est pas préparé à ça. Peut-être qu'on n'était pas sûr que Talon allait être aussi courageux, à ir aussi à bout. On est habitué à des compromis, des compromissions. Là, on était surpris. Repartons sur de nouvelles bases. Et moi, je dis oui. Moi, mon option aurait été, on dit je vais partir, on dit non, je ne suis pas président. On t'en supplie. Et ça, l'opposition même devrait jouer dans ça. Donc, dans une dynamique où on dit, maintenant, on a fini les 10 années. Maintenant, remettons les choses à plat. Discutons d'une transition de 5 ans. Remettons tout. Discutons du travail, discutons de l'ordre constitutionnel, discutons des institutions, discutons de notre justice, discutons de nos médias, discutons de. Alors, faisons les grands débats. Peut-être. Alors qu'il a fini. C'est une période d'exception qu'ils ouvrent. Vous ne verrez, c'est pas sûr que vous verrez l'opposition manger donc c'est pas sûr non plus que dans celui qui a élu pour un mandat à organiser un dialogue prétendument un peu comme dans la limite de 90, à la limite de 90, il n'y avait pas l'État. Donc c'est ça qu'il dit. Celui qui a détenu un mandat ne peut pas organiser une conférence de l'Assise nationale souveraine, un peu comme ils ont dit. Il ne peut pas. Il faut une période, il faut créer la période d'exception et une période de transition. Donc pour pouvoir faire ça, en disant nous allons essayer de rebâtir la nation, l'État de 2060 et plus. Pourquoi pas de 3060? Donc, en réalité, on se projette dans les 100 années qui viennent.
Pas dans les 100 ans de l'indépendance, dans les 100 années. On sait que ça va se faire sans nous. On démarre, d'autres vont prendre, d'autres vont reprendre. C'est comme ça. Alors, si on n'a pas ce courage de le dire, donc, il va falloir peut-être attendre le nouveau président de 2026. Comme on aura un quinquennat sans élection, il y a des moments peut-être où on peut discuter d'un certain nombre de postulats. De manière, ouais, il y a les états généraux de l'information qui ont duré 1 an en France et autres, et on peut avoir des états généraux du travail, des états généraux de la justice. Bon, il y a eu un forum sur la modernisation de la justice tout récemment. Il faut peut-être regarder de près les conclusions, et ainsi de suite. On a un quinquennat, ça peut renforcer certaines bases de certaines situations. Regardez au niveau de la décentralisation. Justement. Le président Talon, en faisant le séminaire avec les mains, moi j'avais même cru que c'était une rencontre juste des échanges, mais apparemment c'était un séminaire. Un séminaire qui a débouché quand même sur des résolutions qui font l'objet aujourd'hui maintenant de mesures administratives, de mesures législatives d'ailleurs. Oui, puisqu'on va corriger la loi. Oui. Donc, ouais, c'est cela, être à l'écoute des populations et surtout un regard sur les réformes. Donc, les réformes vont être évaluées. Celles qui ne tournent pas bien, les corrections, les arrangements, les aménagements doivent être faits. Moi, je salue ce qui a été fait. Je ne suis pas totalement satisfait. Moi, j'estime que le maire doit être, son influence politique doit être sauve. Après, oui, on peut encadrer le reste administratif pour qu'il ne soit pas un instrument aux mains du maire, mais permettre au maire d'influencer, de peser dans la nomination du secrétaire exécutif. Je pense que ce qui est fait aujourd'hui va déjà dans le bon sens. On peut l'améliorer toujours. Puisqu'on a changé officiellement de sujet, Agapit Napoléon Bafoué, que le maire procède à la sélection toujours par hasard de ces SE, est-ce que ça change concrètement quelque chose? Pourquoi ne pas sauter cette partie-là et laisser le maire désigner son peut-être? Je pense peut-être comme vous, mais pas de la même manière. Je pense qu'il faut aller par gradation. Oui, avant, c'est un tirage de sort sur une liste donnée, dans une base de données. Aujourd'hui, on permet au maire de prendre 3 dans la base de données et lui-même de choisir. Il choisit 3 au volet et parmi les 3 au volet, il regarde et il choisit un. Pourquoi pas? C'est déjà un bon début, à mon humble avis. C'est déjà beaucoup mieux que ce que nous avions avant. Donc, c'est un bon début. Il faut continuer. Je trouve que, moi, j'espère bien qu'on va finir par trouver. Je ne suis pas adepte de tirage de sort. Pour moi, je ne trouve pas que le tirage de sort puisse être un bon mécanisme pour désigner des responsables. Bien, cela dit, ce n'est qu'un avis. Ce n'est qu'un avis. Et donc, mais mon souhait aurait été que, bon, avec le temps, on trouve le mécanisme pour que le maire peut-être propose 3, comme je l'ai dit sur le PPB, les populations élisaient 3. Que le maire propose 3, que le maire propose 5, et que parmi les 5, le ministre de la territoriale tire parmi les 5 proposés par le maire maintenant, qu'on tire au sort. Vous voyez, ça lui donne la marge d'arriver les dossiers et ça permet aux autres de savoir que au moins c'est lui qui a préparé leur dossier. Et maintenant, une fois, on organise peut-être le tirage de sort si on veut, ou alors le ministre nomme un. Après, il faut gérer la question budgétaire. Après ça, je pense qu'on peut remettre plein de pouvoirs dans les mains du SE. Cela dit, saluons déjà les efforts qui sont faits. Saluons l'évolution que nous avons déjà entre ce qui était et ce qui est aujourd'hui. Demandons aux maires un peu plus d'humilité, les maires qui vont revenir. Vous savez, les maires qui sont là, la réforme les a pris de court. Aujourd'hui, les maires de demain, les maires qui sont élus en janvier 2026 ne seront plus de court parce qu'ils connaissent la loi. Oui. Donc, ça va être plus accepté que ce que nous avons avant. Et donc, moi, je salue l'évolution par rapport à ce dossier. J'espère que ça ira de mieux en mieux. Peut-être qu'avec le temps, avec l'habitude, les maires vont s'habituer, on n'aura même plus besoin de retoucher aux aménagements qui sont faits aujourd'hui. Dans les corrections que le gouvernement voudrait faire, il y a cette initiative d'introduire un délégué du contrôle financier par commune. Cela va changer concrètement quoi, Agapit Napoléon Bafoué? L'accélération des procédures de décaissement. Le contrôle financier, c'est un contrôle a priori sur un certain nombre donc, de valeurs financières, de procédures par rapport aux préconisations qui sont dans le budget et dans le PTR. Donc, je pense qu'il y a un travail à ce niveau-là. Et le contrôle financier, c'est le délégué du contrôleur financier. Donc, il y a le contrôle financier qui est au niveau du budget. Et maintenant, il y a son délégué qui est dans les institutions, dans les ministères, et on étudie maintenant dans quelle mesure on peut l'avoir dans chaque commune. L'avoir dans chaque commune permet aux communes
vraiment de régler vite parce que parfois certains dossiers sont bloqués, surtout au niveau des prestations de marché. Donc du coup, les délais ne sont pas respectés, les objectifs ne sont pas atteints, et ainsi de suite. Le gouvernement a envie de faciliter les choses pour que ça aille plus vite. C'est une bonne nouvelle. Oui. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. On verra bien la matérialisation de cela, puisque le Conseil des ministres nous annonce qu'il y aura donc modification de cette loi qui porte la réforme de l'administration territoriale. Merci de nous avoir prêté votre temps, Agapit Napoléon Maforican. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'invité du soir. Nos programmes se poursuivent. Je vous rappelle que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre chaîne, notre site internet, le www.etélébenin.com. Nous sommes également disponibles sur YouTube avec le nom E-Télé Bénin ou télécharger l'application E-Télé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. E-Télé avec vous, pour vous. Très belle soirée en compagnie du reste de nos programmes.